Bienvenue dans ce ski chrono débrief, le dernier avant les finales de la Coupe du Monde qui se dérouleront du 16 au 20 mars entre Courchevel et Méribel. Marc Garcia, ancien slalomeur de Coupe du Monde, m'accompagne pour ce décryptage. Nous verrons donc à la lueur des courses de ce week-end quels sont les enjeux de ces finales qui se déroulent en France. L'un des enjeux, Marc, ça sera la course au petit globe de cristal en géant dames, avec un coup de tonnerre à Auray samedi, même vendredi, avec l'élimination de Sarah Hector sur ses terres en géant, qui relance cette chasse au petit globe et qui remet Tessa Worley à 5 points de la Suédoise. Donc on regardera un petit peu tout ça, quels sont les enjeux. On verra si la dynamique est en faveur de la skieuse du Grand Bornand ou si Sarah Hector peut, j'allais dire, conserver un petit peu d'avance pour décrocher ce globe de cristal. On va d'ailleurs commencer par ça, parce qu'il y avait aussi un week-end à Kranjskagora où Christophersen a fait des merveilles, mais on va commencer par ce week-end en Suède, où finalement, on s'aperçoit que malgré toute l'expérience de Sarah Hector, elle dominait le géant de la tête et des épaules cette année, championne olympique en titre. Elle s'est pris les pieds dans le tapis dans cette deuxième manche, dans ce mur qui commençait cette deuxième manche à Auray. Oui, bonsoir à tous. Oui, effectivement. Alors, la seule analyse que je peux faire, en tout cas de mon point de vue, c'est que elle était chez elle avec une pression supplémentaire, cette fameuse pression quand on est aussi à domicile. Et je l'avais vue à la première manche avec pas tout à fait comme elle avait fait tout l'hiver. Et la deuxième manche, je pense qu'elle est partie en voulant trop bien faire, trop en rajouter. Et je l'ai trouvée moins fluide, moins posée que ce qu'elle avait été pendant tout l'hiver. Et arrivé ce qui est arrivé, malheureusement, heureusement, elle ne s'est pas fait trop mal. Donc, ce fut la chute. Mais je n'ai pas vu pratiquer la technique de géant comme elle a pu nous le montrer tout l'hiver. La dynamique est en faveur de Tessa Worley pour le globe de géant, là, du coup, parce qu'elle revient à 5 points. Elle sera en France, ça se passera le dernier jour, dimanche 20 mars. Clairement, on peut penser que ça sera une pression positive ou elle peut se retrouver dans le même cas que Sarah Hector et se retrouver chez elle, j'allais dire, sous le poids de la pression. Oui, peut-être. On verra ça dimanche prochain. Mais la grande différence pour moi, c'est que Tessa a quelques années de plus. Elle a une expérience supplémentaire avec ses titres de championne du monde, de Coupe du Monde qu'elle a déjà gagné. Et ça, c'est le plus important. C'est-à-dire que là, on rentre dans la catégorie avec une femme qui a de l'expérience, comme Tessa, même à domicile. Je pense qu'elle est capable de gérer tout cela du mieux possible. Et de toute façon, on sera tous là pour l'encourager. Mais en plus, sur ces neiges de printemps, parce qu'à Auray, il faisait très chaud, ils ont mis du sel. Ouais. Les conditions de neige ont complètement changé. De nouveau, on est passé du coq à l'âne. Et c'est plutôt, je dirais, en tout cas sur ce que j'ai vu, c'est plus en faveur. Puis de toute façon, on est en cocorico, plus Oui. pour porter ça quand même. Alors 5 points, c'est vraiment pas grand-chose quand on sait qu'une victoire, c'est 100 points, une deuxième place, 80 points. Ça veut dire que si Tessa gagne, Sarah Hector peut être deuxième, ça ne change rien. Tessa prendra le globe. Donc 100 points, une victoire, 80, une deuxième place. On est à 60 pour une troisième, 50 pour une quatrième place. Dans tous les cas, si elle est dans les 5 premiers, il faut qu'elle termine devant Sarah Hector pour décrocher le globe. Ouais, mais je dirais que la pression est inversée, presque. Sarah est en tête, mais je dirais que c'est à elle à confirmer ce qu'elle a fait tout l'hiver. À l'inverse de Tessa, elle n'a plus rien à prouver, mais à la maison, je pense qu'elle est suffisamment sereine. Tout me paraît être parfaitement. Tous les verres sont allumés. Les feux verts, Donc, ouais. légitimement, en plus, on a une petite préférence quand même pour notre Tessa nationale, Oui, quand même. bien sûr, bien sûr. Non, ça serait magnifique. Autre bataille qui fait rage, c'est j'allais dire la course pour le gros globe de cristal entre l'Américaine Michaela Schifrin et la Slovaque Petra Vlhova. Il y a 56 points d'écart entre les deux en faveur de l'Américaine. Il y a eu un petit événement ce week-end, enfin samedi en slalom, c'est que ni Petra Vlhova ni Schifrin n'étaient sur le podium. Ce n'était pas arrivé depuis janvier 2016. Ça en dit long sur la domination de ces deux skieuses. Pour toi, là encore, entre Petra Vlhova qui est en chasse et Michaela Schifrin qui est en tête, qui a l'avantage? 56 points, 4 courses. Ouais, moi je mets l'option, je mets l'option Schifrin. J'avais mis l'option Vlhova et je mets plutôt l'option Schifrin pour ces finales parce qu'effectivement Vlhova
est peut-être plus performante en descente, mais Shiffrin est capable de gagner un super G. Oui. Et je la sens meilleure. Alors après, si tu permets, Laurent, je vais juste faire une petite analyse technique sur ce qui s'est passé pendant ce slalom. Alors, on était effectivement, je viens de le dire, sur des neiges particulières, surtout à Auray. Et là, l'acclimatation de ces athlètes qui sont les meilleurs du monde a été un problème. Peut-être pas au niveau du matériel, mais tu sais, ces neiges salées, il faut être très tôt sur l'appui. Il faut être vertical au moment où tu mets la pression sur ce ski, sans aller chercher l'amplitude latérale. Et Shiffrin n'a pas su le faire. Et Vlova, qui d'habitude est relativement bonne là-dessus, je pense qu'elle a cherché à en rajouter. Et du coup, ces phénomènes de rebond, j'ai entendu parler de ce pied intérieur qui montait, qui descendait chez Vlova. Elle a tendance à le faire de temps en temps. Et là, ça a pris de l'amplitude parce que cette qualité de neige, elle était particulière. Et on sait que la semaine prochaine, à Méribel et Courchevel, on va certainement retrouver ces mêmes conditions de neige de printemps, mouillées, très chaudes, avec certainement avec ce sel. Et ce sera intéressant de voir comment elles auront pu travailler pendant une semaine pour être le mieux possible. Un dernier petit pot chez les dames avec un petit, j'allais dire, saluer la performance de Coralie Frasse-Sombé qui a terminé 7e du géant, hein, qui progresse de sortie en sortie et qui sera au final. Et puis Nastasia Noen sera aussi dans les 25 et pourra disputer son slalom des finales à domicile en France. Voilà. On bascule chez les hommes. Il y avait le week-end de Kranjska Gora, mais avant ce week-end de Kranjska Gora, il y avait un slalom en nocturne à Flarao où Clément Noël a retrouvé la lumière du podium en terminant deuxième. On l'avait dit, hein, Clément, il est capable, voilà, il est sur courant alternatif et il est capable de revenir au sommet en 2-2. Encore faut-il le faire. Oui, on a eu encore un slalom très spécial, des conditions de piste particulières, de la neige aussi complètement changeante pour eux. On a vu aussi des surprises, hein, on parle d'alternatives, il y en a quand même un certain nombre qui sont encore mis, qui ont fourché, qui sont mis au tapis. Clément, as-tu trouvé le juste milieu? Je pense qu'il en avait encore un petit peu sous le pied, mais l'essentiel pour lui, c'est en ayant sous le pied, il est sur le podium, il a une magnifique deuxième place. Bravo à Atli McGrath. J'ai appelé son papa tout de suite après, parce que j'ai eu la chance de jouer avec le papa. J'ai appelé Félix tout de suite derrière. Quelle émotion pour cette magnifique équipe norvégienne. Ah oui, il en sort tous les week-ends. Là, c'est impressionnant, surtout que, bon, on n'en a pas parlé, mais Kristoffersen fait une fin de saison exceptionnelle. On le verra tout à l'heure avec les résultats de Kranjska Gora. Et donc, pour les enjeux des finales, il y a ce petit globe de slalom, hein, où rien n'est joué. Alors, malheureusement, Clément Noël ne pourra pas participer à cette lutte, hein, mais ils sont encore, j'allais dire, 4 à pouvoir remporter le globe de cristal. Kristoffersen, qui est en ballottage favorable, qui possède à peu près 64 points d'avance sur Bratton. Et puis, encore Strasser, qui est pas très loin, non, il y a 38 points entre Kristoffersen et Bratton et 54 points entre Kristoffersen et Strasser. Donc, et puis le quatrième à se mêler, mais ça sera difficile, c'est Feller, qui est à 70 points. Tu mets une pièce sur qui? Sur Kristoffersen? Ouais, c'est vraiment une bête de course depuis très longtemps, on le dit, mais là, quelle saison quand même, parce qu'il s'est mis au tapis, mais il a fait une sacrée saison. Donc là, moi, je mets quand même un avantage certain à Kristoffersen. C'est impressionnant comme il skie, autant en slalom qu'en géant. Une pensée quand même lointaine pour Yule, le technicien qui a travaillé beaucoup pour les skis qu'il a aujourd'hui. Et aujourd'hui, malgré tout, en tout cas, Rossignol doit savourer ça. Mais en tout cas, ouais, moi, je mets un beau billet sur Christo quand même. Donc, avec ce petit globe de slalom dont on ne connaît pas encore l'épilogue, il y aura aussi la descente, hein, où ça reste encore indécis entre Kiel 2 et Beat Feuz. Il y a 23 points d'écart. Mathias Mayer est un peu décroché, 84 points, et puis il y a Paris qui peut encore gagner 88 points, mais on peut penser que ça va se jouer entre Kiel 2 et Feuz. Oui. Pareil, ces neiges de printemps avec du sel, ou en tout cas ces neiges transformées, je pense que c'est un avantage aux Norvégiens. Je mettrai l'avantage aux Norvégiens qui ont
travaillent beaucoup plus sur ces qualités de neige et qui sont, à mon avis, plus performants. Mais encore une fois, rien n'est acquis tant que la ligne d'arrivée n'est pas passée, cher ami. On passe au géant, double géant à Kranjska Kagora. Alors, le fait de ce week-end, c'est la double victoire de Kristoffersen en géant. Il est de retour. Hein. Non seulement il est à la lutte pour le slalom, mais en géant, il est de retour. Bon, il ne pourra pas remporter le globe de toute façon parce que c'était déjà dans la besace de Marc Odermatt, hein, qui a fait aussi un beau week-end en terminant sur le podium. Kristoffersen, j'allais dire, qu'est-ce qu'il a trouvé de plus entre cette fin de saison où il termine en boulet de canon et puis ce début de saison où c'était un peu plus compliqué? Ouais, n'oublie pas, il me semble qu'il a gagné le géant de Alta Badia. Oui, Peut-être que je me oui, trompe, mais il me semble oui, qu'il a oui. gagné Alta Oui, mais Badia. il a eu des hauts et des bas, notamment en slalom, et là, il est vraiment en forme, j'allais dire, très ascendante. Plusieurs raisons. Déjà, la raison du matériel, et je viens de le dire il y a l'instant, notamment sur les skis de géants. Ils ont beaucoup travaillé chez Ross. Et là, il a vraiment des skis qui lui correspondent avec tous ces calages de chaussures et de matériel, parce que lui, c'est un fou furieux de Du préparation. réglage. Mais aussi ses qualités. Alors là, Christo, là-dessus, c'est indiscutable. Sur ses qualités de neige de printemps avec le sel, il est vraiment, à mon avis, il est un ton au-dessus de beaucoup de skieurs, autant en slalom qu'en géant. Là, c'est vraiment des conditions de neige qu'il affectionne particulièrement. En revanche, on a perdu les Français. J'allais dire, l'équipe de France qui, en géant, avait l'habitude de briller, de faire des podiums à chaque sortie. Ce n'était pas Mathieu Febvre, c'était Pinturo. Ce n'était pas Pinturo, c'était Mathieu Febvre. On s'aperçoit que là, ils ne sont plus dans le coup. Ils sont, j'allais dire, hors du top 10 sur les deux géants de Kranjska Kagora. Alors, certes, Pinturo a gagné la première manche du premier géant, mais terminé 28e de la seconde. Hein. Et puis dimanche, il a été, j'allais dire, comme à l'image de cette saison, un petit peu, j'allais dire, gentil, moins engagé. Comment ils peuvent retrouver le fil et le rythme pour être à la bagarre avec, j'allais dire, les cristaux et les autres cadors du géant? Alors, si tu me permets, j'ai vu l'article que vous avez fait avec Pintus, justement, sur ses réactions après Kranjska Kagora et notamment après son premier géant, celui d'hier. Ouais. Alors, mon analyse, si je peux me permettre, Laurent, l'analyse technique concernant Pintus, il a travaillé sur le matériel. Alors, il n'a pas adapté des longueurs de ski comme la plupart ont aujourd'hui. Mais Ouais. hier, en géant, pour moi, il revient à son niveau de ski, tout simplement. Il est là, il est à son niveau, il gagne la première manche. Et alors, l'analyse de cette deuxième manche, elle peut se faire de différentes façons. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai retenu, et ce n'est que mon avis, Laurent, c'est que sur la deuxième manche, Pintus est parti sur un faux rythme. Ouais. Et là, avec les compétiteurs, quand on parle avec les techniciens, tout le monde comprendra, c'est que souvent, en slalom, ça arrive, mais aussi en géant, on part sur un faux rythme. Et quand on passe à une arrivée, on a l'impression d'avoir tout fait bien. Tout simplement, le faux rythme, c'est quelque chose qui est incalculable et imperceptible. Ouais. Et Pintus est parti totalement avec ses mouvements de terrain, avec ses petites formes de trous, où il fallait avoir un rythme particulier, en tout cas avoir du tempo, parce qu'en géant, il faut un tempo et un étalement de courbe. Et il est parti sur un rythme faux dès la première porte. Et là, c'est la complexité de ce sport, malgré le champion qui est Pintus, d'arriver et de se dire, j'ai pris une tartouze et je ne sais pas ni pourquoi ni comment. À mon avis, ce n'est ni la question du matériel, ni la question du physique, du mental. Le mental, il a suffisamment repoussé le portillon en dernière position. Le matériel, il a montré lors de la première manche qu'ils étaient à la hauteur. Donc, mon analyse pour moi, concernant Pintus, c'est qu'il est parti sur un faux rythme et il n'y a rien de plus pire. compliqué Ouais, de bon. pire pour l'analyse. Voilà, pour Pintus. Après, il le dit, c'est une saison qui est difficile. Hein. Il n'a qu'une envie, c'est qu'elle se termine un jour. Une manche chez blanc, une manche chez noir. Donc, ça doit être difficile à vivre aussi. On sent qu'il n'y a pas de plaisir et il a besoin d'être là-dedans. Quant à Mathieu Febvre, il a malheureusement, sur le premier géant, été victime d'un problème technique. Hein. Je crois qu'il a pété l'écart de ski. Donc, forcément, ça marche moins bien. Mais c'est vrai qu'on se dit que la saison là commence à être un peu longue pour les Français et que vivement que ça se termine. Alors, oui, peut-être. Ça va se terminer à Méribel, hein. Donc on espère qu'il y aura un sursaut. Ça va se terminer à Méribel, mais après, tu vois, c'est l'enchaînement. Mathieu, du coup, a un problème sur les skis, et puis effectivement, il ne peut pas être à la hauteur
de sa prestation, en tout cas de son niveau. Et après, tout vient s'empiler en disant, bah voilà, du coup, le résultat va pas derrière, mais ça ne remet pas en cause du tout sa qualité de géantiste. Ça, c'est sûr. Alors, le diagnostic, il est clair. Le résultat, ah ben, les Français, on est un peu passé au travers. Thibaut, qui essaye de faire une bonne première manche, mais qui passe pas non plus, qui fait pas mal de fautes. Bon, après, tu sais, à un moment donné, on peut simplifier la vie, mais on peut aussi énormément, en tant que coach, les coureurs, se compliquer la vie. Ouais, Je crois qu'ils vont repartir au charbon pour être les meilleurs possibles sur cette magnifique finale de Coupe du Monde chez nous en France. Donc, moi, j'attends juste un petit sursaut un et petit d'être le sursaut. plus. Voilà, oui, D'ailleurs, moi, je pense, oui, bien sûr. tu parlais de Thibaut Favreau, il sera aussi Oui. qualifié au final 24e, hein, il passe sur le fil, mais il sera présent. Donc, on va donner rendez-vous à tous nos internautes pendant ces finales de Coupe du Monde à Courchevel et Méribel, hein, on va donner le programme. Mercredi, ça sera descente dames et descente hommes sur l'Eclipse à Courchevel. Jeudi, Super G dames et Super G hommes, toujours sur l'Eclipse à Courchevel. Vendredi, on bascule à Méribel pour le team event et on quittera plus Méribel avec un week-end, un bouquet final technique avec géant homme et slalom dame samedi à Méribel. Et puis dimanche, Tessa Worley sur le géant dame et le slalom homme. Voilà. Donc on tentera de faire un ski chrono débrief après chaque fin de journée sur ces deux épreuves, à chaque fois hommes et dames, et on te retrouvera avec plaisir, Marc, pour ce décryptage, d'autant plus que nous serons en partie présents sur ces finales, toi d'un côté, moi de l'autre, et il y aura Emmanuel Bunos qui nous rejoindra également. Voilà. En tout cas, ils annoncent une semaine assez chaude, hein, donc qualité de neige qui va être particulière. Ça va être aussi le souci des organisateurs, des neiges très salées. Sensation pour les athlètes de pouvoir se préparer sur ces dernières épreuves de Coupe du Monde. On vous attend tous, les Français supporters. Ça va être, à mon avis, un magnifique spectacle à regarder. Surtout qu'il y a vraiment tout. Les descendeurs qui vont jouer le premier. Bon, géant, c'est fait, mais après slalom aussi. Chez les filles, le classement général. Donc, il y a vraiment tout pour faire un magnifique spectacle dans ces deux magnifiques stations qui sont, rappelez-vous, les championnats du monde l'année prochaine. Ouais, qui Chez seront. nous. Voilà. Et ça sera l'occasion de venir célébrer les médaillés de Pékin, Clément Noël en slalom en or, Yo Claré en descente en argent et Mathieu Fèvre en bronze. Voilà. Rendez-vous Ouais. la semaine prochaine, donc à Méribel et Courchevel. Bonne semaine. Merci à toi. Bonne soirée à tous.